Merci à tout le monde d'être venu. Donc moi je suis Sébastien Deleuze, je travaille chez Pivotal de Lyon à distance et donc je suis un des développeurs de Spring Framework, donc, avec Brian Clausel, Stéphane Nicole et puis Jürgen Rosen. Et donc aujourd'hui je vais parler de pourquoi Spring aime Kotlin. Moi j'ai travaillé depuis plusieurs mois avant que Google fasse sa grande annonce sur le support de Kotlin. Donc c'est vrai qu'au tout début de l'année, quand j'ai annoncé le support, on me regardait un peu comme un martien. Et puis les gens étaient un peu étonnés, et puis maintenant, voilà, ça a l'air de bien décoller, donc on est bien content. Donc je vais vous présenter un petit peu une espèce de voyage où on va partir d'une application Spring Boot Java actuelle, et comment on va arriver, vous allez le voir, à des applications qui sont toujours des applications Spring, mais qui sont très très différentes de ce que vous pouvez connaître. Et après, ça sera à vous de choisir jusqu'à quel stade vous voulez aller de la transformation et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ce que vous avez présenté, c'est-à-dire utiliser Kotlin avec une version de Spring qui n'est pas prévue pour, mais c'est vrai que Kotlin est très bon en interop, et donc jusqu'où on peut aller avec un vrai support de Spring. Donc ça va être ces 4 étapes qu'on va voir. On va passer, donc on va sur la première étape, on va passer de Java à Kotlin, donc je vais aller assez vite sur cette étape, puisque vous avez déjà présenté des choses, et puis je pense que dans la salle vous connaissez déjà un peu ou beaucoup Kotlin. Ensuite on va parler de Spring Framework 5, qui est la première version de Spring qui supporte officiellement Kotlin, et qu'est-ce qu'on a apporté comme fonctionnalité. Donc on va être toujours là sur du Spring MVC, ensuite on va basculer sur du Webflux, qui est le nouveau framework réactif que je vais présenter, et l'utilisation des DSL Web et Vim qu'on a introduit dans Spring 5. Donc il va y avoir pas mal de matière, hein, voilà, je vous préviens. Donc première étape, on va basculer de Java 8 à Kotlin, puisque donc la stack actuelle la plus courante pour développer des applications côté serveur, c'est Spring Boot et Spring MVC, donc, et puis Java 8 comme langage. Là on change juste la partie langage. Donc moi je vais vous faire, voilà, je vous la fais très courte, un mec Kotlin, créé par JetBrains. Moi je trouve que c'est un langage pragmatique et concis. Élégant aussi, facile à apprendre. Ça gère autant l'aspect programmation orientée objet, qui est plutôt ce paradigme qu'on utilise côté Spring, que la partie fonctionnelle qu'on a pas mal développée avec le travail qu'on a fait sur la stack réactive. Très bonne interop Java, ça c'est un point clé, sinon on n'aurait jamais supporté aussi fort le langage. Par rapport à Java, moi je trouve que ça garde les bonnes parties de Java, et puis que ça dégage les parties un peu plus historiques, un peu moins agréables, avec un vrai gros effort qui est fait sur l'interopérabilité et la compatibilité, puisque c'était un curseur à mettre pour l'équipe de Kotlin pour fournir des nouvelles fonctionnalités sympas, tout en évitant de casser et en restant compatible avec l'écosystème Java. Donc je trouve que c'est un exercice qu'ils ont fait assez bien. Par rapport à Groovy, Kotlin a pris pas mal de choses en termes de syntaxe notamment. Par contre, il y a une grosse différence, même si Groovy gère un mode statiquement typé optionnel. Le fait que Kotlin soit à la base, soit statiquement typé, et que chez Groovy ça soit optionnel, ça fait une très grosse différence, notamment par rapport à l'écosystème. On sent que côté Kotlin, sur tout l'écosystème, on est aussi statiquement typé qu'en Java, voire plus avec le null safety. Alors côté Groovy, même si en option on peut faire du statiquement typé, on sent bien dans l'écosystème que c'est pas vraiment le mode principal, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui voient. Je discutais avec Monsieur Champeau, il me disait qu'il voyait Kotlin comme le petit frère de Groovy, et c'est vrai que je pense que l'affiliation n'est pas déconnante, même si Kotlin a pas mal d'inspirations diverses et variées. Par rapport à Scala, Kotlin est un petit peu moins puissant. On le voit, des fois j'ai entendu dire que Kotlin c'était une version au rabais ou des choses comme ça. Je pense que Kotlin est vraiment très puissant, voilà, pas aussi puissant que Scala. On peut faire des choses de manière un peu plus contrôlée, mais pour moi c'est plutôt un avantage. Et voilà, il est plus, je pense, pragmatique. Voilà, c'est aussi une histoire de culture, plus pragmatique, en restant élégant. Voilà, c'est pas un langage brouillon, quoi. Swift et Kotlin sont pas mal de points communs. Et puis c'est marrant parce que c'est les deux langages clés en ce moment du monde mobile. Donc c'est marrant de voir qu'ils partagent des points communs, même si dans le détail après le feeling est assez différent. Kotlin il arrive plus du monde JVM et il tend vers aller un peu plus vers le natif, alors que Swift lui vient du monde natif, parce que Swift est basé sur LLVM et toute la touche chain est plutôt orientée écosystème natif. Mais je pense que c'est deux langages qui sont quand même assez proches en termes de syntaxe. Et je pense que dans le futur, ils vont un peu se frotter au même. Ils vont plutôt aller dans la même direction de ce que je vois.
Voilà, donc Kotlin, il a eu une histoire longue hein, quand même, parce qu'il a commencé il y a pas mal de temps. Et puis ils ont pris du temps pour le faire grandir. Puis à un moment, ils se sont dit, on va peut-être sortir à 1.0, donc là, ils se sont un peu bougé les fesses. Et puis voilà, au niveau de Kotlin 1.0, c'était assez confidentiel quand même. Nous, on a sorti le support de Kotlin sur start.spring.io. Puis moi, j'ai pris mon bateau de pèlerin pour convaincre les gens chez nous que ouais, c'était un langage d'avenir, etc. Et puis là, l'adoption elle est en train d'exploser, notamment depuis l'annonce de Google. J'ai spoilé un de mes futurs slides, mais... donc ça, c'est l'adoption qu'on a sur Spring.io, puis ça continue à partir comme ça. Donc il y a eu différentes versions de ça, on s'est fait un peu chambrer par les gens qui font du Groovy. Donc le but, c'est pas de dire Groovy c'est mort et Kotlin c'est le futur, on n'est pas là pour troller Groovy. C'est juste que voilà, on a Java qui fait 95% des projets générés en gros, et dans les deux langages alternatifs qu'on supporte sur start.spring.io, il y a Groovy et il y a Kotlin, donc on se concentre sur la comparaison d'un langage alternatif, et c'est vrai qu'on voit que Kotlin, alors qu'il n'est même pas encore supporté par Spring Framework 5, prend déjà pas mal d'avantages, et c'est vrai que tous les indicateurs qu'on a montrent un très fort engouement. C'est pas du tout, par rapport on n'est pas du tout au niveau de Java, on en reparlera dans 2-3 ans, dans 2 ans peut-être, mais en tout cas, dans la catégorie langage alternatif, ça marche très bien. Et puis ça marche d'autant plus depuis que Google a officiellement annoncé le support de Kotlin sur Android, et c'est vrai que ça a été un événement assez fort, et nous, dans le nombre de personnes qu'on voit arriver, dans les demandes de talk, dans le nombre d'utilisations qu'il y a sur start.spring.io, on a vu un vrai changement. Voilà, quand Google a dit que c'était cool, ça marche mieux, quoi. Donc, voilà. Donc pourquoi switcher vers Kotlin? Donc là, je vais aller vite, parce que vous connaissez quand même, je pense, mais donc une syntaxe familière pour ceux qui connaissent Java, avec, comme vous l'avez dit, ça essaye de tendre vers des objets plutôt immutables. Donc on a le mot-clé val, on a une syntaxe assez courte, on a de l'inférence de type, on a une syntaxe plutôt élégante et compréhensible pour des gens qui viennent d'un background plutôt Java. L'inférence de type, elle est super importante. Donc Kotlin, ça engage aussi statiquement typé que Java, mais on évite de dupliquer l'information de type, et donc Kotlin est assez intelligent pour déduire le type d'une variable à partir du code que vous écrivez, donc ça vous évite de répéter du code, le code est plus concis et il y a moins de bruit. Alors, il y en a qui étaient tout tristes parce que du coup, ils ne voyaient plus forcément, quand on appelle une fonction, le type des différents éléments, et donc sachez que dans la dernière version d'ID, il y a une option pour que ID affiche quand même le type des variables en tout petit, là comme il fait parfois en Java avec les paramètres. Donc sachez que vous pouvez quand même afficher cette information si elle vous manque, parce que c'est vrai que des fois, surtout au début, ça peut être assez perturbant. Quand on a un peu l'habitude, ça l'est pas trop. Voilà, l'interpolation au niveau des chaînes de caractères pour écrire des... Pareil, le but c'est d'avoir du code lisible, simple, sans impact en termes de performance. En Java, quand on veut concaténer plein de chaînes de caractères différentes, on a un impact au niveau de performance. Là, on a une seule chaîne de caractères, c'est plus lisible, c'est plus rapide, c'est pragmatique. Des smart classes, donc là, dans cet exemple de code, le compilateur est assez intelligent pour savoir que obj, à l'intérieur des parenthèses du if, et un string, et donc du coup, on n'a pas besoin de faire du casting explicite. Donc c'est ce genre de petites astuces qui permet d'avoir un code plus lisible, sans vrai inconvénient associé. Du equals qui est plus intuitif. Ça c'est quelque chose d'important, donc vraiment quand on fait des API un peu complexes, les paramètres par défaut, les paramètres optionnels avec valeur par défaut, c'est quelque chose qui est vraiment super pour améliorer la lisibilité, puisque là vous créez une fonction qui va prendre un paramètre obligatoire comme peut l'être en Java, avec title de type string, et puis après vous allez définir deux paramètres optionnels, width et height, qui prennent une valeur par défaut, et au lieu de faire trois versions différentes avec des versions overloadées, vous allez définir une seule fois. Là encore une fois, on a moins de bruit, un code plus expressif, et c'est tout simplement malin et efficace. Vous pouvez aussi spécifier vos paramètres avec des paramètres nommés, donc ça c'est notamment utile quand vous avez beaucoup de paramètres. Vous n'avez pas forcément envie de préciser le paramètre width explicitement quand vous voulez juste définir title et height. Donc là, avec les paramètres nommés, ça vous permet de faire ça, et puis ça vous permet d'avoir du code aussi assez expressif en voyant directement le nom des paramètres. Dans certains use cases, c'est intéressant.
L'expression when, voilà, qui vous permet de tester les différents cas pour une valeur testée, c'est toujours assez pratique. Avec les classes class aussi, ça marche bien. Des properties avec une syntaxe courte pour avoir des getters-setters, hein, c'est le minimum syndical pour un langage moderne, mais quand on a l'habitude d'écrire du code Java, c'est quand même vachement pratique. Et puis en Java, on peut l'écrire très rapidement avec les IDE que vous utilisez. Voilà, generate, getter-setter, ça va très vite. Par contre, quand vient le temps de lire, de débugger le code, bah là ça change, surtout quand c'est pas vous qui l'avez écrit ou quand c'est juste tout simplement vous qui l'avez écrit il y a plus de 2 mois. C'est quand même beaucoup plus simple quand on a moins de code à débugger. Les extensions, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très utile et pour votre code et pour les frameworks comme Spring quand on veut proposer des fonctionnalités orientées Kotlin dans un framework qui est à la base plutôt Java. Donc les extensions de fonctions, ça vous permet de rajouter une fonction existante, une fonction et une classe existante. Donc là par exemple je rajoute une méthode, une fonction membre format à la classe string et du coup dans votre code, quand vous importez, donc les extensions elles sont importées statiquement, c'est comme les imports statiques quand vous faites du JUnit par exemple, vous devez importer une extension pour pouvoir l'utiliser, mais les IDE font un bon boulot pour vous proposer automatiquement ces imports. Et ça vous permet, pareil, d'écrire du code assez expressif avec une chaîne de caractères .format. Ça va remplacer les fonctions utiles que vous avez en Java, qui étaient classiquement des classes statiques, abstraites, que vous allez appeler. Bah là, vous utilisez directement quelque chose .bidule, c'est beaucoup plus expressif. Et puis pour nous, côté Spring, je vais le détailler un petit peu après, ça nous permet de rajouter des méthodes spécifiques à Kotlin dans les types de Spring existants. Donc ça nous permet d'éviter de faire des Kotlin Application Context et des machins comme ça. On ajoute directement les fonctionnalités dans les classes existantes en termes d'intégration. Quand vous êtes un peu à cheval entre l'écosystème Java et Kotlin, c'est super utile. Je vais détailler ce point-là après. Et puis la null safety, donc ça c'est super important. Je trouvais ça sympa avant de commencer à bosser avec. Maintenant je suis vraiment persuadé que c'est vraiment super important et j'ai du mal quand je reviens en Java à m'en passer. La null safety, c'est donc ça permet dans le système de type en Kotlin de savoir qu'un type est nullable ou pas. Et donc, très concrètement, au lieu de vous taper des null pointer exception runtime, ça va décaler. On doit toujours gérer la nullabilité des variables, mais par contre, ce problème il est décalé à la compilation. C'est des erreurs qui vous sautent à la compilation. Et vous devez les corriger, les gérer avec des opérateurs comme le Elvis opérateur ou d'autres éléments qui vous permettent de dire bah, si ma variable est nulle, alors prend telle valeur par défaut, ce genre de choses. Et donc c'est ça qui fait à mon avis de Kotlin un langage plus statiquement typé que Java, même si la syntaxe est plus courte. C'est qu'après quand on revient en Java, on trouve un peu bizarre en fait d'avoir cette espèce de flou artistique autour d'une variable, si elle renvoie nulle ou pas, on doit lire la Javadoc, peut-être que le mec qui fait la lib il a oublié de le mettre, ou peut-être que c'était volontaire, on ne sait pas trop. Et donc je vais le détailler un petit peu après, mais donc ça m'a tellement perturbé que en fait j'ai introduit côté Spring la nullabilité de toute l'API Spring avec Lurgan, on a bossé là-dessus. Il y a des annotations, je vais détailler un petit peu après, mais donc toute l'API de Spring Framework 5 est d'un point de vue Spring et d'un point de vue Kotlin null safe. C'est-à-dire que vous avez toute la nullabilité des paramètres d'entrée et des valeurs de retour qui est spécifiée, validée. On bosse là-dessus depuis un mois et ça change pas mal de choses. On va y revenir après. Des meilleurs lambda, donc voilà, le petit truc à savoir, c'est que le dernier paramètre, en fait, là vous avez sur la partie filter, vous avez 3 alternatives qui sont les mêmes. Et donc la petite astuce à savoir pour la syntaxe avec des curly braces, c'est que le dernier paramètre lambda, vous pouvez omettre les parenthèses et donc directement utiliser la syntaxe courte avec là les curly braces avec it.isPrime. Donc ces 3 versions sont équivalentes. Et donc ça vous permet d'écrire du code fonctionnel assez concis, assez court. It, c'est le paramètre de lambda par défaut. Vous pouvez aussi préciser Toto, Fetch, si vous pouvez préciser le nom si vous en utilisez plusieurs. Donc je crois qu'on a fini. Donc il y a beaucoup d'autres choses, les data classes qu'on a vu un peu tout à l'heure, les alias de type qui vous permettent de donner un alias à un type complexe qui contient par exemple des génériques, ça peut être assez pratique. Les coroutines, les types réifiés, on va en parler aussi, le underscore pour les paramètres pas utilisés, etc. etc. Donc start.spring.io, il supporte Kotlin. Maintenant on a remonté la petite combo box qui permet de choisir le langage en haut, après de longues discussions. Et donc ça permet de générer un projet Spring facilement utilisant Kotlin.
Donc un contrôleur Spring MVC écrit avec Kotlin, il a à peu près la même tête qu'en Java, sauf que du coup il est plus court. En Kotlin, on l'a dit, on favorise les classes immutables, et donc en Kotlin, vraiment je recommande très très fortement d'injecter les différentes propriétés au niveau du constructeur plutôt qu'utiliser du late init avec du @autowired ou des choses comme ça. Donc moi sur toutes les applications Kotlin que je fais, sur tous les exemples et sur toute la doc que je vais écrire, je favorise beaucoup, vous voyez le paramètre, la val repo, user repo, il est automatiquement injecté puisque depuis Spring 4.3, on auto-wired automatiquement les classes quand il y a un seul constructeur. Donc quand il y a un seul constructeur, on n'a pas besoin de mettre le @autowired constructor, c'est automatiquement fait. Ça fait du code qui est en plus qui a moins la notation Spring. Et puis c'est assez naturel pour déclarer les dépendances obligatoires de votre classe. C'est quelque chose qui fait pas mal sens, je pense. Donc voilà, favoriser vraiment l'injection par constructeur en Kotlin, c'est avec des éléments de type val. Ensuite, vous avez d'une syntaxe plus courte avec le equals, l'inférence de type. N'hésitez pas à utiliser getMapping, postMapping à la place de requestMapping. RequestMapping, pour info, ça va mapper toutes les méthodes HTTP. En général, c'est pas ce qu'on va faire en fait. On peut penser que ça fait un get, mais non, ça mappe toutes les méthodes HTTP. Alors que quand je fais un getMapping, qui est un raccourci pour requestMapping avec la méthode equal-get, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Puis en plus, un peu plus court. Donc n'hésitez pas à utiliser ces alias getMapping, postMapping. Donc on a les plugins dont on a parlé juste avant, avec le plugin Kotlin Spring. Donc, juste pour faire le point très rapidement là-dessus, il y a deux plugins Kotlin All Open et Kotlin Noarg, avec une version spécialisée du Kotlin All Open qui est Kotlin Spring. C'est le plugin Kotlin All Open qui est préconfiguré avec les annotations Spring pour ouvrir automatiquement les classes et les méthodes annotées avec les annotations Spring. Et le plugin Kotlin Noarg qui permet d'améliorer l'utilisation des data classes Kotlin avec JPA ou Spring Data. Il y a une version Kotlin JPA qui est une version spécialisée du Kotlin Noarg avec les annotations JPA. Donc concrètement, pour les applications Spring, ça nous permet d'éviter d'avoir à mettre des mots-clés open au niveau classe et méthode pour des éléments qui utilisent des proxys CGlib, qui est le cas des classes annotées @configuration avec du helping. Le plugin Kotlin Noarg, là vous voyez, je le paramètre avec les annotations de Spring Data. Il est possible qu'avec les évolutions qu'on fera plus tard, il n'y ait plus besoin de ce plugin-là. Notamment, là je suis en train de travailler, c'est le commit que je dois envoyer avant demain, avant la RC3. On est en train de modifier binutils, donc vraiment le cœur de Spring, pour qu'il sache créer des data classes avec paramètres optionnels nativement. Donc quand je dis qu'on supporte Kotlin fortement, on est en train de faire vraiment des modifications au niveau du noyau, et là c'est les dernières qu'on peut faire. Donc, normalement c'était les dernières en cours, donc peut-être qu'avec la version de Spring Data qui utilisera Spring Framework 5, peut-être que ça ne sera plus utile. En tout cas pour l'instant ça permet d'améliorer la compatibilité de l'écosystème JVM existant avec ces data classes avec paramètres optionnels. C'est vrai qu'en Java on était plus sur des paramètres mutables qu'on pouvait un peu modifier, donc là c'est un peu moins léniante. Gradle a annoncé il y a quelques mois le support de Kotlin en langage alternatif pour décrire les Gradle build files. Donc, en parallèle de Groovy, maintenant vous pouvez utiliser et écrire vos build files Gradle en Kotlin. L'intérêt pour eux c'est d'avoir plus d'autocomplétion, et puis vu qu'ils sont pas mal dans le monde Android, ça permet d'utiliser un peu le même langage pour tout. Concrètement c'est à peu près la même tête, on voit pas trop le code, mais c'est à peu près la même tête. La vraie différence c'est en termes d'autocomplétion. Et puis si vous faites un projet Kotlin, ça fait du sens d'écrire votre build file en Kotlin, ça me paraît évident, mais je pense que même dans le monde Java, ça devrait prendre. La version 1.0 qui aura enfin une vraie doc, parce que j'utilise depuis quelques mois, ça marche plutôt pas mal. C'était quand même un peu genou. Là, la version d'ID est bien à jour pour ça, et là, il manque de la vraie documentation. Donc ça arrive. Donc à partir de 1.0, Gradle, le nom c'est Gradle Kotlin DSL, je crois. C'est vraiment utilisable pour des vrais projets, je pense. Donc maintenant, on va voir ce que ça veut dire de mettre à jour vers Spring 5. Donc là, on va garder Kotlin et on va passer sur Spring Boot 2, qui va sortir à la fin de l'année, qui lui-même est basé sur Spring Framework 5. On est en train de développer, les RC3 sort après-demain, si je finis mon travail. Hop.
Voilà, donc une des nouveautés majeures, et c'est intéressant parce qu'il y a un an, ce point-là de la roadmap Spring 5 n'existait pas en fait. Spring 5, il y a un an, c'était tout l'effort autour du reactive programming, Spring Webflux, je vais en parler un petit peu après. La partie Kotlin n'existait pas. Et donc, voilà, moi j'y ai bossé les derniers mois de l'année dernière, et puis j'en ai parlé à Jürgen qui m'a dit, bah écoute, on y va quoi. Et donc, voilà, moi à la base j'étais plutôt parti pour faire un jar Spring Kotlin qu'on mettait à côté, qui rajoutait 2-3 trucs, et puis au final ça s'est transformé en ok, on supporte vraiment officiellement Kotlin et on y va à fond. Donc, voilà, c'était pas prémédité, mais ça marche quand même. Donc, au début de l'année, j'ai écrit un article qui détaille un peu les nouveautés qu'on supporte, comment Spring développe Kotlin, comment Spring supporte Kotlin, et c'est ce que je vais détailler aujourd'hui. Et j'étais vachement surpris du nombre de retweets. C'est vrai que Google n'avait pas encore lancé le support, c'était pas encore cool, Kotlin. Et c'est vrai que même sans ça, il y a eu un gros retour de la communauté, et donc ça fait plaisir. Et puis on a eu pas mal de contributions aussi externes, et puis voilà, ça marche plutôt bien. Donc la première fonctionnalité, c'est qu'on va utiliser côté Spring des informations du système de type de Kotlin, notamment contrôler ça aussi sans avoir à écrire required à true ou à false. C'est une bonne intégration. On a rajouté pas mal d'extensions côté application context, Spring MVC, Webflux, REST template, etc. Spring Boot 2 va en fournir également quelques-unes. Spring Boot 2, le gros boulot qui reste, c'est tout ce qui est configuration properties, sur lesquels j'essaie de travailler avec eux pour que ça gère des classes immutables avec paramètres par défaut, enfin ce genre de choses. C'est des choses qui ne sont pas encore gérées. Spring Data inclut dans la partie MongoDB des extensions Kotlin. Je vais détailler un petit peu après. Et puis Reactor 3.1 intègre également un support Kotlin. Donc, quand je dis que ça inclut un support Kotlin, c'est pas qu'il y a un jar à côté avec du Kotlin supporté, c'est qu'on a inclus du bytecode Kotlin dans les jars de Spring Framework, de Reactor, de Spring Data. Donc si vous avez les jars classiques Spring Context, Spring Beans, Reactor, Spring Data, MongoDB, c'est directement inclus dedans. Les gens qui font du Java, ils voient pas la différence, ça fait juste 2-3 classes en plus, c'est juste des extensions assez légères. Les gens qui font du Kotlin, ils ont accès à des extensions, à des API spécifiques en plus Kotlin. Donc, quel type d'extension il y a une fonctionnalité qui est sympa en Kotlin, qui sont les types génériques réifiés, qui permettent en gros d'éviter le problème de type erasure dans certains cas. Et donc, quand vous avez un liste de machins, d'arriver à avoir au runtime l'information machin, c'est quel type, et donc d'utiliser ça. Et c'est quelque chose qu'on a besoin souvent quand on utilise soit de la persistance avec Spring Data, soit quand on utilise des clients HTTP REST par exemple, pour dire avec Jackson, je veux serialiser le truc que je reçois en liste de machins. Et donc, dans l'API Spring, on a pas mal d'endroits où on était obligé de préciser, là par exemple sur le find all, où on doit préciser user.class, alors que le résultat, on va le mettre dans un liste de user, donc quelque part cette information on l'a déjà écrite. Et donc, avec les types réifiés, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des variantes des méthodes existantes de Spring Data, et ça vaut aussi pour REST template, pour application context, pour plein d'endroits, qui utilisent le même nom, mais qui va tirer parti des types réifiés en Kotlin pour récupérer l'information de type à partir du type de retour ou d'un truc qu'on précise entre crochets. Et donc ça veut dire qu'en Kotlin, pour faire un find all, j'ai juste besoin d'écrire var users, je précise le type et je fais égal mongo template.findAll, et Kotlin est capable de récupérer l'information user dans le type de retour, donc c'est quand même assez balèze. Ou sinon, si je veux de l'écrire dans un autre style, je fais juste val users égal, et là je précise le type en question entre les crochets. Donc vous utilisez la variante que vous voulez. L'important c'est que là, on n'a pas dupliqué l'information, on l'écrit une seule fois, et donc mon code est plus maintenable. Donc voilà, on a rajouté des extensions dans pas mal d'endroits pour ce genre de choses. Ça c'est un gros morceau, mais tout ça c'est arrivé assez récemment quand même. Donc, voilà. Après avoir pas mal travaillé en Kotlin, moi je me suis dit voilà, quand on utilise une API Java en Kotlin, en fait la nullabilité des types de retour et des paramètres, elle est unknown, elle n'est pas connue. Et donc Kotlin essaie de pas trop vous embêter à vous faire des erreurs de partout, parce que sinon ça vous ferait écrire du code assez pénible. Mais concrètement, moi il m'est déjà arrivé d'avoir des null pointer exception avec Spring Data et Kotlin. Et le but de Kotlin, c'est justement des null pointer exception de ne plus en avoir.
Donc pourquoi ça? Parce que la nullabilité par exemple si vous faites un find by ID, il m'a envoyé nul, et puis ce nul-là, il n'était pas vraiment géré, et c'était un peu à la jonction entre Kotlin et Java que j'avais des null pointer exception qui pouvaient arriver. Donc là, il fallait trouver un moyen de donner à Kotlin l'information de la nullabilité des types des paramètres de l'API Spring, en fait, Spring Data, Spring Framework. Et donc pour ce faire, on a pas mal discuté avec les gens de JetBrains, et en fait on a rajouté dans toute la code base Spring, donc c'était quand même un gros boulot, des annotations pour dire qu'en gros, par défaut, tous les paramètres et les types de retour sont non nullable, c'est-à-dire que si on précise rien, ça veut dire que ce paramètre ou cette valeur de retour n'est pas nulle, et on rajoute au cas par cas sur les paramètres ou les types de retour qui vont bien, des annotations at nullable pour dire ce truc-là, attention, il est nul. Et donc, depuis 15 jours, puisque maintenant la fonctionnalité va faire partie de Kotlin 1.1.4, avec Kotlin 1.1.4 et puis un petit switch de config, et ce switch de config disparaîtra en Kotlin 1.3, Kotlin va automatiquement reconnaître ces annotations dans le bytecode de Spring, et donc va savoir qu'un type de paramètre est nullable ou pas en paramètre ou en type de retour. Donc ça va faire comme si l'ensemble de Spring en gros était écrit en Kotlin en termes d'API, et ça va vous permettre de ne plus avoir de null pointer exception du tout. Donc pour ça, on a réutilisé des annotations GSR 305, mais ça vous en fichez peut-être un peu, mais c'est les annotations Spring, donc non null API et nullable, c'est les annotations Spring, mais qui sont elles-mêmes annotées avec la GSR 305, qui est une JSR qui est dormante, c'est-à-dire qui n'est pas officielle, mais qui est utilisée par du tooling, par Finebugs, par différents Guava et autres, pour préciser cette information de nullabilité. Et nous, on ne voulait pas utiliser directement la JSR 305 parce qu'elle n'est pas officielle, donc ça se trouve, dans un an, Oracle va se réveiller avec le succès de Kotlin pour dire finalement c'est bien, on va peut-être préciser la nullabilité avec des annotations et on devra changer les trucs. Donc on a essayé de trouver un juste milieu en proposant nous-mêmes nos propres annotations, mais elles utilisent les méta-annotations, et donc le tooling peut, de manière générique, reconnaître ces annotations. Et donc là, vous voyez que dans le code de Spring, on a mis des @non-null-API au niveau du package, donc ça veut dire dans tout ce package, tout ce qui est paramètres et valeurs de retour, c'est non nul. Et puis à certains endroits, on a mis du @nullable, et on a fait ça pour toute l'API de Spring Framework. Et on est en train de discuter avec les autres projets Spring, notamment Spring Data, pour voir si on pourrait pas faire ça aussi sur les autres projets. Donc c'était un gros taf. Et ça nous a permis de corriger plein d'erreurs dans Spring, même si on fait très attention que la Lavadoc, etc. On a vu plein d'endroits où en fait il y avait potentiellement des bugs parce que IntelliJ dans le code Java avec ses notations nous renvoie des warnings, attention, dans ce cas-là vous faites pas de check, et donc on a corrigé des dizaines et des dizaines de potentiels bugs dans Spring Framework grâce à ça. Donc on a fait ça à la base pour Kotlin, mais c'est un avantage pour la qualité du framework en général. Voilà, Sonar Source, ils vont bientôt le supporter, c'est supporté à partir de Kotlin 1.1.4, et donc voilà. Un truc sympa aussi avec Kotlin, alors il y a des différentes librairies de tests, notamment il y a Spec, qui est une librairie de tests spéciale Kotlin pour faire des tests orientés spécification. Moi je l'ai testé, c'était quand même un peu chiant au niveau tooling, c'était pas très très bien intégré, donc j'aimais bien le principe d'écrire des tests en mode spécification, mais l'utilisation d'un framework spécifique Kotlin n'était pas forcément incroyable. Donc j'ai essayé de voir si c'était possible d'utiliser JUnit, notamment JUnit 5, qui va bientôt arriver, pour écrire ce genre de tests. Et donc ce qui est intéressant avec Kotlin, c'est qu'on peut écrire les noms des tests entre backticks, donc ça permet d'écrire des jolis noms de tests explicites avec des vraies phrases. Alors maintenant JUnit 5 va permettre de le faire avec @display, displayname ou je sais plus quoi, mais là ça permet de le faire nativement. Et puis JUnit 5 qui permet de faire des tests comme ça, des tests imbriqués orientés spécification, et donc ça nous permet de faire quasiment l'équivalent de ce que fait Spec, mais avec un framework super supporté, bien intégré avec Spring, etc. Donc moi je recommande plutôt pour les gens qui font au moins du server-side, mais même pour peut-être les autres. Les environnements, vous avez l'habitude d'utiliser JUnit en Java, de continuer à utiliser, et JUnit 5, ce qui permet de faire aussi, là on a bossé avec Sam là-dessus, c'est que le add before all et le add after all, les noms sont un peu différents en JUnit 4. Il fallait que ce soit sur des méthodes statiques. C'est une limitation de JUnit 4 qui est assez chiante d'ailleurs. Et donc sur JUnit 5, cette limitation elle saute.
faut activer un mode un peu différent, mais bon, vous verrez le détail. Et donc dans JUnit 5, on peut annoter du @beforeAll et du @afterAll sur des méthodes, sur des membres de fonctions non statiques, et donc c'est beaucoup plus facile de faire ça avec Kotlin, parce que sinon il fallait faire des companion objects. Là, avec des méthodes non méthodes classiques, ça fit très bien avec Kotlin. JUnit 5 pour des tests avec Kotlin, ça marche pas mal. Et puis on peut continuer à s'amuser. Moi, mon dada, c'est d'utiliser le même langage de partout, pas forcément avec les mêmes libs, mais d'essayer de limiter la connaissance qu'on a à avoir de différents langages. Et donc, pour écrire des templates, alors chacun a son petit langage de template préféré. Hein. Côté Spring, on a pas mal TeamLeaf, on supporte aussi FreeMarker. Il y a Moustache qui marche très bien, que j'utilise dans mon projet là à Mixit, mais c'est pas trop mal. Mais un avantage d'utiliser Kotlin comme un langage de template, parce que Kotlin il peut être utilisé en script, c'est que vous avez des templates type-safe, c'est-à-dire que quand vous faites un refactor de votre code Java, vos templates vont être également impactés et modifiés. Donc là, la petite astuce, c'est juste d'utiliser le support JSR 223, qui est la JSR qui gère le scripting, qui est supporté maintenant par Kotlin, qu'on supporte nativement dans Spring MVC et dans Webflux, et puis d'utiliser des bêtes multiline Kotlin avec les trois côtes, d'utiliser l'interpolation, et puis de fournir 2-3 fonctions helper, et avec ça, alors j'ai pas tout à fait fini le projet, mais en gros, vous pouvez déjà expérimenter là-dessus, et le but c'est de fournir un truc qui gère des templates imbriqués, l'internationalisation, et on y est quasiment. Il faut juste qu'on améliore un peu la partie performance avec les gens qui font Kotlin, mais on est en train de bosser là-dessus, c'est quasiment prêt. Et donc ça vous permet d'avoir des templates type safe et de renommer, quand vous renommez une variable dans votre code Kotlin, et c'est renommé dans votre template. Et c'est pas mal au niveau agilité. Donc là on a vu Spring 5 avec Spring MVC classique. Donc là maintenant on va encore changer une brique, on va passer à Webflux, qui est le nouveau framework web sur lequel on a travaillé dans le cadre de Spring 5. Donc le truc qu'on cherche à résoudre, c'est si vous avez des flux infinis, plein de connexions un peu lentes, notamment avec des connexions mobiles à gérer en parallèle, des serveurs un peu, alors sans aller forcément vers des archis microservices niveau 40, juste vous avez un serveur classique qui tape un service distant, et puis ce truc-là il commence à pas trop répondre, les threads s'empilent, votre serveur crash, c'est du classique, mais ça arrive tous les jours. Donc pour résoudre ce genre de problématique, hein, entre guillemets on a de la latence, hein, c'est ça qu'on veut résoudre, on veut scaler quand on a de la latence. On a beaucoup travaillé sur un nouveau framework réactif qui s'appelle Webflux, et qui est basé sur Reactor. C'est plus pour de la scalabilité, pour de la vitesse. À un moment de réactif, c'est pour aller plus vite, c'est vraiment pour avoir plus de scalabilité, plus que de la vitesse pure. Donc, en plus de cette stack que vous connaissez sûrement déjà, si vous faites du Spring avec Spring MVC, l'API Servlet et le Servlet Container, souvent Tomcat en mode embarqué dans un Spring Boot, et puis un modèle par annotation qui est connu et reconnu dans le monde entier. On rajoute une autre fondation, parce qu'en fait on ne peut pas construire du réactive et du non bloquant sur des bases bloquantes. On peut faire des trucs moches avec des thread pools, mais c'est pas un vrai support. Donc on était en fait obligé de reconstruire une stack de zéro, puisque l'API Servlet elle était bloquante, on était vraiment bloqué. Donc on a reconstruit une stack en s'inspirant de l'architecture de Spring Framework, de Spring MVC, mais en mode complètement réactif non bloquant, en utilisant Reactive Streams comme fondation de non bloquante. Et au passage, donc je vais expliquer un petit peu après ce que c'est Reactive Streams. Et donc au passage, ça nous permet de continuer à supporter Servlet, mais Servlet il est mis tout en bas de la stack, et on supporte également d'autres runtime. Ça veut dire qu'avec Webflux, vous pouvez utiliser un petit runtime netty tout léger, tout performant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un runtime Servlet. On a aussi un support d'Undertow, et je pense que d'autres runtimes seront supportés. Reactive Streams, c'est on va dire une spécification qui permet de définir comment des éléments sont échangés de manière asynchrone, non bloquante, et en gérant ce qu'on appelle la back pressure, c'est-à-dire quand on a un émetteur qui fonctionne à une vitesse différente qu'un récepteur. Par exemple, on a quelque chose qui peut émettre des données très très rapidement, et un récepteur qui est un peu lent parce qu'il en a ras la gueule et qui ne peut plus supporter des requêtes entrantes. Ça va permettre d'ajuster un peu l'échange entre les deux pour que ça fonctionne bien. Et donc dès qu'on a de la latence, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc en gros la manière dont ça fonctionne, on va avoir un subscriber qui va souscrire qui va s'abonner à un publisher. Là rien ne se passe.
Et donc le subscriber, il va envoyer, il va demander de la donnée. C'est-à-dire quand il est capable d'en traiter, il va demander 1, 2, 3, 4 éléments de données. Et le publisher, il va envoyer tous les éléments de données qu'il peut par rapport à ce qu'on lui a demandé, mais jamais plus. Donc en gros, ça permet de contrôler la quantité de données en transfert entre un publisher et un subscriber, et ça permet d'éviter d'avoir des buffers qui vont s'empiler, qui vont pas scaler, etc. Donc c'est une spec sur laquelle ont travaillé Lightbend, Pivotal, Netflix et d'autres, qui a même tellement bien marché que c'est intégré dans Java 9. Voilà. Et donc Reactor qu'on développe chez Pivotal est basé dessus, RxJava à partir de la version 2 est basé là-dessus, et donc toutes les API du monde réactive, en gros côté Lightbend, RxJava, Reactive Extensions et côté Pivotal sont basés sur ce building block, et donc même Java s'y met. Par contre, Reactive Streams, ça vous fournit juste ce mécanisme de discussion et l'interopérabilité, mais ça fournit aucune API end-user, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de map, de flat map, voilà, vous pouvez juste... en gros, c'est une SPI, c'est des interfaces qui sont destinées à être implémentées par une librairie active. Et donc, c'est pour ça que RxJava, Reactor et AkaStreams implémentent Reactive Streams. N'implémentez pas vous-même Reactive Streams, c'est le mal absolu. Ces 4 interfaces, par contre, c'est un TCK de ouf à supporter. Donc, vous pouvez implémenter les 4 interfaces, par contre, pour supporter les centaines de tests du TCK, il vaut mieux être développeur de Reactor ou de RxJava ou de AkaStreams pour pouvoir le gérer. Donc voilà, Reactive Streams c'est super, mais par contre, vous allez l'utiliser via des librairies réactives qui ont fait le boulot assez difficile de comply avec le TCK et vous proposer une API sympa. Donc, Spring Webflux il est basé sur Reactor, par contre, ça gère RxJava, ça gère AkaStreams, vous pouvez utiliser l'API que vous aimez au niveau réactif. C'est juste les fondations qui sont faites avec Reactor, et après vous, dans votre app, vous pouvez très bien faire du RxJava si vous avez envie. Aucun souci avec Reactive Streams, la conversion se fait bien. Donc là, je vais présenter vite fait les types réactifs qui sont fournis avec Reactor. Donc on a Flux, qui est un publisher, il implémente publisher. C'est pour échanger de 0 à n éléments, ça correspond au observable de RxJava. Et donc ça va fournir différents opérateurs pour transformer des données. On a Mono, qui est une sorte de promise de futur réactif, qui correspond à Single du monde RxJava, Completable Future du monde Java, et donc qui propose une API un peu différente. Et donc Webflux, c'est en même temps un serveur et un client. Je pense que ce qui va changer par rapport à ce que vous connaissez sur Spring MVC, c'est que Spring MVC c'était très orienté serveur, il y avait un client REST template qui était là en plus, et dont l'API n'était pas forcément super agréable. Avec Webflux, le client et le serveur sont aussi importants parce que dans des archis en mode microservices, vous allez faire des choses qui vont discuter entre elles côté serveur, et le client a autant d'importance que le serveur. Donc vous allez pouvoir, avec ça, avec le client, on a un nouveau client réactif qui s'appelle WebClient. Vous allez pouvoir aussi bien taper des API REST classiques que des API streaming à la Twitter, merger les résultats avec un opérateur réactif qu'on appelle zip par exemple, et puis sortir le résultat en serveur send-events. Voilà, pour ce genre de truc, c'est assez, quand on doit récupérer des flux un peu de partout avec pas mal de latence, merger ça et sortir ça dans une API métier, ça marche très bien. Donc les API réactives, elles sont fonctionnelles. Donc là, j'ai mis un petit exemple pour vous montrer concrètement comment c'est utilisé. On a essayé d'utiliser le même vocabulaire dans Reactor que sur Reactive Extensions, quand c'était possible. Quand Reactive Extensions proposait des noms de méthodes un peu tout pourris, type AMB par exemple, on a utilisé des noms type First Emitting pour proposer un truc un peu plus explicite, mais on ne s'est pas amusé à utiliser des noms différents pour le fun. Toute la connaissance que vous pouvez avoir sur Reactive Extension, vous pouvez la réutiliser quand vous faites du Reactor. Donc là, on a un service métier qui est réactif et qui va proposer une méthode fetchWeather qui renvoie un mono de weather. Et donc vous voyez qu'on a un type plutôt fonctionnel, un type de programmation plutôt fonctionnel avec un chaînage de méthodes où on va appeler le fetchWeather avec la localisation donc Lyon. Ensuite, avec un opérateur pointTimeout, ça veut dire qu'on va générer une erreur si on attend plus de 2 secondes le résultat. Le but de ces API réactifs, c'est de ne pas être tanké quand il y a un service qui répond pas bien. Ensuite, s'il y a une erreur, on va loguer cette erreur-là et on va remplacer ce truc-là avec un appel au service de backup. Donc le service de backup, c'est peut-être un service local qui a des données un peu pas trop à jour, mais en tout cas qui est beaucoup plus accessible. On va transformer le résultat, le type métier en un message et on va là lancer l'appel lui-même en loguant l'information. Donc voilà, c'est ce genre de code qu'on va écrire avec des API
fonctionnel en Kotlin, assez proche du mode Java. Et donc voilà, aller vers du réactif, ça implique de passer d'un mode de programmation impératif à un mode plutôt fonctionnel. En tout cas, quand on n'utilise pas les coroutines, j'en parlerai très vite un petit peu à la fin. Donc, un contrôleur Webflux en mode annotation, ça ressemble diablement à un contrôleur Spring MVC. La différence principale, c'est que vous voyez que le repository qu'on utilise, c'est un repository réactif, puisqu'on fournit une version de Spring Data qui gère tout ça en mode réactif, qui lui-même utilise les drivers NoSQL eux-mêmes réactifs. Réactif, ça doit être sur toute la chaîne. Et donc, vous voyez que c'est à peu près la même tête, c'est par annotation, et la différence, c'est que votre application elle sera plus scalable, vous allez plus facilement gérer du server sent event, du JSON streaming et ce genre de choses. Donc ça, c'est sympa, mais en gros, c'est à peu près la même tête que la version annotation. Et donc maintenant, on va se faire plaisir. Alors, on va utiliser des choses un petit peu nouvelles. Donc, on va carrément remplacer donc, la Spring Webflux qui avait, en gros, c'est un Spring MVC en mode réactif. Nous, on a changé complètement l'implémentation, mais pour vous, c'est à peu près la même tête. On va y aller en mode fonctionnel, puisque là, vous voyez qu'on avait notre modèle de programmation en haut, controller, request mapping, qu'on continue à utiliser dans la partie Webflux. On propose un autre modèle de programmation. Et à mon avis, celui-là, il fait vraiment sens en Kotlin. C'est un modèle de programmation basé sur des lambdas et sur une programmation fonctionnelle. Donc, vous pouvez très bien faire du Kotlin avec du controller et du request mapping avec Webflux, mais Spring MVC il propose que du modèle annotation, donc pour ça, il n'y a pas de question à se poser. Si vous faites du MVC avec du bloquant, et ça reste pertinent pour plein de cas d'utilisation, faites du mode annotation, vous n'avez pas le choix. Okay. Maintenant, si vous faites du Webflux, moi j'aurais tendance à dire, si vous faites du Kotlin, peut-être que l'approche fonctionnelle, après c'est à vous de voir, vous pouvez très bien le faire en mode annotation. Moi je considère qu'en mode Kotlin, c'est peut-être plus naturel, plus idiomatique de la jouer en mode fonctionnel, via notamment les DSL que je vais vous présenter un petit peu après. C'est mon avis après, n'hésitez pas à venir en discuter après. Donc, quelle tête ça a? Donc on va comparer, là c'est par annotation, là on expose un flux de code en mode server sent events, en mode annotation. Okay. Donc ça c'est la version Java fonctionnelle. Donc c'est un peu verbeux parce qu'on a des appels de méthodes statiques, etc. Bon, en vrai les gens qui vont faire ça en Java, ils vont faire ça comme ça. Donc ils vont faire un import statique, ils vont virer la partie, la classe qu'ils appellent, on a déjà un truc un peu plus lisible. Par contre, quand vous commencez à développer des vraies applications avec ça et que vous avez des dizaines et des dizaines de routes, en Java vous allez avoir un peu une soupe de parenthèses, et c'est pas la faute à... On a designé de l'API le mieux qu'on a pu, mais c'est Java. Donc, en Kotlin, donc là c'est un exemple tout petit, mais on va voir des trucs un peu plus complexes après. J'ai ajouté une DSL qui est donc, on va réutiliser exactement les mêmes building blocks que l'API Java fonctionnelle, qui est composée, vous pouvez rajouter plein de request predicates qui permettent de dire cette route elle match quand il y a telle méthode, quand il y a tel élément dans le chemin d'accès, quand il y a tel leader. On réutilise exactement les mêmes building blocks, mais avec une syntaxe un peu plus sympa. Vous voyez qu'on utilise des fonctions infix pour ceux qui connaissent un peu. Infix, ça veut dire que and, c'est une fonction classique, sauf qu'on l'a noté infix, ça veut dire qu'on peut ne pas préciser les parenthèses, et ça donne comme ça une syntaxe un peu différente. Et la chaîne de caractères, c'est un raccourci pour pass, le request predicate pass, et donc c'est un petit raccourci que j'ai mis. Et après, dans le corps de la lambda, c'est en entrée on a la request, en sortie on a la response, et je vais vous montrer un exemple de code. Donc sur un exemple un peu plus complexe, on voit que dans une application Spring Boot, on va potentiellement ajouter ça de cette façon. Donc on va rajouter différents routeurs. En général, on va plutôt séparer, autant dans le mode annotation, on a en gros les routes et puis le code qui s'exécute ensemble. Là, on a le choix de séparer les choses. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un fichier où là, on va mettre uniquement nos routes, et avec des références vers des fonctions, on va juste pointer vers user handler de point fetch all qui contient l'implémentation de ce que fait le handler quand il reçoit une requête. Et donc ça nous permet vous avez en gros la main sur la granularité des handlers que vous allez écrire, des routeurs que vous allez écrire. Vous pouvez en faire un seul monolithique, vous pouvez les exposer en 3-4, par exemple un pour le front, un pour le back, etc. Vous avez la main sur la granularité. Vous pouvez même directement ne pas utiliser de référence et directement mettre le corps de l'exécution du truc directement dans ce truc-là. Vous avez la main. Donc voilà.
Mais on peut faire des trucs un peu plus poussés aussi. Donc, par exemple, on a une notion de routeur imbriqué qui vous permet de mutualiser des critères communs. Là, par exemple, j'écris que toutes les requêtes qui tapent /blog et qui ont un type texte HTML, donc un truc lancé par le navigateur, et quand c'est sur /blog/, ça va aller vers ce truc final view. Quand c'est vers /blog/slug, ça va aller vers ce find one view, et etc. Donc comme ça, on voit que je peux écrire un arbre en fait. Je décris mon arbre d'évaluation de mes requêtes, et c'est pas que du sucre syntaxique, c'est-à-dire que ça définit aussi la façon dont sont évaluées ces routes. Ça derrière, c'est du pur fonctionnel. Et donc, quand je vais recevoir une requête, il va d'abord évaluer le premier bloc. Il voit si ça match, il va dedans, et il va comme ça aller dans votre arbre d'évaluation des routes, et c'est une alternative aux annotations Spring MVC qu'on utilise depuis de nombreuses années. Et Kotlin permet de fournir une DSL assez expressive en termes de lisibilité. Ça se lit, je pense, pas trop mal. Mais ça permet de faire d'autres choses. Donc, j'ai pas trop montré l'implémentation, hein, je peux pas tout montrer, il y a déjà beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur ce type de déclaration de route, c'est que c'est programmatique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de développer des systèmes de CMS ou de e-commerce un peu dynamiques, où quelque part, l'utilisateur il va créer dans son back-office le site, et ça va impacter la tête des URL sur le front, par exemple. Et donc ça veut dire que quand je développe mon application, j'ai aucune idée des URL, en fait, elles vont être dépendantes d'éléments dynamiques qui seront créés par l'utilisateur dans un back-office stocké en base de données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est parce que là, en mode annotation, je mettais en gros mes routes en dur. Donc dès que je voulais faire du programmatique, c'était impossible, ou alors je devais faire des choses un peu scabreuses. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, dans cette route-là un peu dynamique, je vais créer des routes dynamiquement à partir d'éléments que j'ai stockés en BDD. Donc là, je fais shop repository, ça peut être utilisé Spring Data par exemple. Je fais un find all, j'itère avec un for each dessus, et pour chacune des boutiques, je crée une route. Et ça peut être fait une fois au démarrage, ou au contraire, de manière dynamique, à l'évaluation de chaque fois que je reçois une requête, avec un impact au niveau perf, bien entendu. Donc vous avez la possibilité de faire des API programmatiques comme ça, et donc c'est super puissant quand on veut faire du blog, du CMS, du e-commerce, des trucs un peu dynamiques. Donc ça va au-delà de j'aime bien écrire, j'aime bien le fonctionnel, et j'aime bien l'écrire de cette façon. Donc ça, c'est l'implantation. Je vous ai montré les routes, et là on a les handlers. Donc avant on avait un contrôleur qui mixait un peu les deux. Là on a les routes que je vous ai montré avant, maintenant on a les handlers. Les handlers, c'est quoi? C'est des lambdas qui prennent en entrée une request et qui renvoient en sortie un mono de serveur récent, puisque on est dans le monde réactif. Et donc voilà. Et donc en Kotlin, ça va donner ce type de code où on va décrire avec donc là OK, ça va définir un code de 100. JSON, ça va serialiser ça avec du Jackson, et derrière c'est la même infrastructure, qu'on utilise le mode annotation, qu'on utilise le mode de cette façon-là, derrière c'est le même cœur qui est utilisé. On a vraiment fait un cœur Webflux commun pour les deux, et vous avez la possibilité d'utiliser en mode annotation ou en mode programmation fonctionnelle de cette façon. Là c'est pour faire du server sent events. Voilà, à partir d'un flux, on peut facilement générer du server sent event. Ça marche bien. Si vous voulez voir un vrai exemple d'application Kotlin Spring, pas juste de la démo pour faire joli, vous pouvez aller voir ce site. Donc moi je suis également un des organisateurs de Mixit, qui est une conférence sur Lyon qui a lieu chaque année en avril, donc je vous encourage à la voir. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur le site, et il y a vraiment des trucs sympas, notamment un talk d'André Breslav qui nous a présenté en exclusivité le futur de Kotlin, Kotlin 1.2, Kotlin 2.0, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et donc cette année, l'année dernière plus exactement, là, en avril, vu qu'on a refait le site web et que je m'étais moi-même auto-chargé de cette mission, je me suis dit on va le faire en Spring Snapshot plus Kotlin. Et donc c'est quelque chose qui m'a permis cette application-là, elle m'a permis de voir avec un vrai exemple les fonctionnalités que j'étais en train de développer au niveau du framework, et ça a pas mal aidé. Donc n'hésitez pas à aller voir, le code source est disponible, c'est une vraie application développée sur du Webflux, Spring, donc prémisse de Spring Boot 2.0, et Kotlin en mode idiomatique, en tout cas j'ai essayé. Voilà, on va aller vite, parce que je suis un petit peu long. Voilà, on peut aller encore plus loin, et après je crois qu'on aura terminé. On peut utiliser Spring Webflux, attention, sans Spring Boot comme un micro-framework. Alors,